Bonjour à toi, aujourd'hui on va s'intéresser particulièrement à la Suisse. Est-ce que tu sais que la Suisse est un État membre du Conseil de l'Europe? C'est donc un État membre du Conseil de l'Europe parmi 46 autres. Elle est juste ici, la Suisse. C'est donc les 47 et ici il y a des États qui sont dits observateurs. Donc aujourd'hui je vais te proposer en fait de voir les traités que la Suisse n'a pas signés au Conseil de l'Europe. C'est un État membre depuis 63, on va le voir, et elle n'a pas signé un certain nombre de traités, un grand nombre pour être clair, un grand nombre de traités. Je vais vous citer ces traités et sans jugement, simplement en vous les citant, en vous les lisant, et je vous laisserai vous faire votre propre opinion par rapport à ces traités. Je m'excuse pour le son, j'ai un ordinateur et vous entendez le bruit de l'ordinateur probablement. Je m'en excuse. On va commencer tout de suite, on va faire des vidéos qui seront plutôt courtes pour que ce ne soit pas trop rébarbatif. On va commencer. Alors, je tiens à préciser que ce sont des captures d'écran qui ont été faites aujourd'hui. Là, nous sommes le 14 mars 2019. On va pouvoir le voir, je vous le montrerai tout à l'heure. L'état des traités, c'est l'état des traités aujourd'hui. Les captures d'écran ont été prises aujourd'hui pour que vous ayez connaissance de ce qui se trame actuellement. Les citoyens suisses n'ont pas forcément le temps de prêter attention à tout ce que font nos représentants et je pense qu'il est nécessaire de soulever ces points pour le peuple souverain. Donc, le premier traité, c'est le traité numéro 1, c'est le statut du Conseil de l'Europe. Il a été ouvert à Londres et on peut constater tout de suite que la France, eh bien, on verra tout à l'heure avec les colonnes, eh bien, elle l'a mise en vigueur en 1949. La France est État membre du Conseil de l'Europe depuis 1949. Et la Suisse y a adhéré. Le petit A ici, c'est adhéré. En 1963, elle a mis en vigueur le statut du Conseil de l'Europe. Elle est membre du Conseil de l'Europe depuis 1963. On peut voir ici les colonnes. Donc, la signature, la ratification, le petit A, c'est l'adhésion, et l'entrée en vigueur, la date d'entrée en vigueur. Ici, la note, ça, je ne sais pas à quoi ça correspond. Si je reviens donc sur le résumé de ce traité numéro 1 sur le statut du Conseil de l'Europe, le Conseil de l'Europe a été créé après la Deuxième Guerre mondiale pour réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes de leur patrimoine commun et de favoriser le progrès économique et social en Europe. Tous les États européens peuvent devenir membres du Conseil de l'Europe à condition de reconnaître le principe de la prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentale. En vue de réaliser son but, le Conseil de l'Europe est doté de deux organes, le Comité des ministres et l'Assemblée parlementaire, qui adoptent des actions communes dans les domaines économiques, social, culturels, scientifiques, juridiques et administratifs, et qui poursuivent la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le Comité des ministres est l'organe de décision. Chaque État membre a un représentant au comité, le ministre des Affaires étrangères ou son représentant. Le comité adopte sur recommandation de l'Assemblée parlementaire ou de sa propre initiative les mesures propres à réaliser le but du Conseil de l'Europe, y compris la conclusion de conventions et d'accords. L'Assemblée parlementaire est l'organe délibérant du Conseil de l'Europe. Elle délibère et formule des recommandations sur toute question relevant de la compétence du Conseil de l'Europe et sur toute question qui lui est soumise pour avis par le Comité des ministres. Chaque État membre est représenté par une délégation de membres de son Parlement national. Le nombre de sièges attribués à chaque État membre est fixé dans le statut du Conseil de l'Europe.
Les deux organes sont assistés par un secrétariat dirigé par le secrétaire général du Conseil de l'Europe. En outre, le statut précise le mode de financement du Conseil, accorde aux représentants des immunités et privilèges nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, fixe le siège de l'organisation à Strasbourg et prévoit l'anglais et le français comme langue de travail. Le statut inclut les amendements prévus par les STE numéros 6, 7, 8 et 11. On continue. Le traité numéro 2. Ça porte sur l'accord général sur les privilèges et les immunités du Conseil de l'Europe. C'est un traité qui a été ouvert à Paris. Le résumé. L'accord général, conclu en application du statut du Conseil de l'Europe STE numéro 1 qu'on vient de voir, détermine les immunités et privilèges nécessaires à l'exercice des fonctions des représentants des États membres au comité des ministres et à l'Assemblée parlementaire, ainsi que du secrétariat. Parmi ces immunités et privilèges figurent notamment la personnalité juridique du Conseil de l'Europe, l'immunité de juridiction, l'inviolabilité des locaux et bâtiments. La Suisse y a adhéré en 1965 et la mise en vigueur en le même jour. La France a signé en 1949, l'a ratifié en 1978 et le même jour la mise en vigueur. On continue. Le traité numéro 5, ça concerne la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est un traité qui a été ouvert à Rome. Et donc on constate ici que le traité il est ouvert à la signature des États membres. Donc ce sera écrit d'ailleurs sur tous les traités, toutes les conventions, traités. Eh bien, ce sera toujours proposé, ces traités, à la signature des États membres, entre autres. Et je vous rappelle que la Suisse est un État membre du Conseil de l'Europe. Donc elle a à chaque fois la possibilité de signer ces traités. Ici, sur la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, on va aller franco, n'est-ce pas? Ici, il y a la signature, ici, il y a donc la ratification, parce qu'il n'y a pas de A, et ici, il y a la mise en vigueur. En plus, il y a un D. Ce dé-là, il faut cliquer dessus pour avoir plus d'informations et c'est ce que l'on va faire. Donc ce sera juste après. Je vais d'abord lire le résumé. La Convention européenne des droits de l'homme énonce une liste de droits et libertés fondamentaux. Droit à la vie, interdiction de la torture, interdiction de l'esclavage et du travail forcé. Droit à la liberté et à la sûreté. Droit à un procès équitable. Pas de peine sans loi. Droit au respect de la vie privée et familiale, liberté de pensée, de conscience et de religion, liberté d'expression, liberté de réunion et d'association, droit au mariage, droit à un recours effectif, interdiction de discrimination. Il y a d'autres droits qui ont été ajoutés par des protocoles additionnels à cette convention. Et on verra ça plus tard, ces protocoles additionnels, on les verra. Les parties s'engagent à reconnaître ces droits et libertés à toute personne relevant de leur juridiction. La Convention prévoit un mécanisme international de contrôle. Afin d'assurer le respect des engagements des parties, la Cour européenne des droits de l'homme a été instituée à Strasbourg. La Cour statue sur des requêtes individuelles et des requêtes interétatiques, à la demande du Comité des ministres du Conseil de l'Europe. La Cour peut également donner des avis consultatifs concernant l'interprétation de la Convention et de ses protocoles. Le Comité des ministres a également le pouvoir de demander à la Cour l'interprétation d'un arrêt. Les arrêts de la Cour sont obligatoires,
pour les parties à l'affaire qui auront à prendre toutes les mesures nécessaires pour s'y conformer. L'exécution des arrêts est surveillée par le comité des ministres. Le secrétaire général peut demander aux parties de fournir des explications sur la manière dont leur droit interne assure l'application de la Convention. Et donc on constate bien qu'ici, la Convention prévoit un mécanisme international de contrôle. Et en fait, si l'on va plus loin, on constate ici, donc c'est la réserve, c'est donc le fameux D que l'on a vu tout à l'heure, ça correspond à ça. Réserve et déclaration pour le traité numéro 5, ça concerne donc la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et on peut voir ici, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la situation du traité, de la Convention, de tout ce que je vais vous montrer de ce jour, du 14/3/2019. Je n'aurai pas le temps de tout faire ce soir, je le ferai donc demain, mais effectivement, ça datera bien du 14/3/2019. Cette déclaration du chef du département politique fédéral de la Suisse est datée du 28 novembre 1974, annexée à l'instrument de ratification déposé le 28 novembre 1974. Ça dit qu'au nom du Conseil fédéral suisse, je déclare conformément à l'article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, reconnaître pour une période de 3 ans à compter de la présente déclaration la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme à être saisie d'une requête adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par la Suisse des droits reconnus dans la dite convention. Donc on constate que il n'y a plus de compétence de la Commission européenne des droits de l'homme à l'heure actuelle, étant donné que la période couverte était de 74 à 98. Ça allait de 3 ans en 3 ans, et il n'y a pas 2019, il n'y a pas 2010, il n'y a pas tout ça. C'était jusqu'en 98 qu'il y avait un contrôle, une compétence de la Commission européenne des droits de l'homme à être saisie. Ok, et en fait, on continue. Déclaration du chef du département politique fédéral de la Suisse, toujours du 28 novembre 1974, toujours annexé à la ratification du 28 novembre 1974. Il dit, au nom du Conseil fédéral suisse, je déclare conformément à l'article 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, reconnaître comme obligatoire de plein droit et son convention spéciale à l'égard de tout autre partie contractante qui accepta la même obligation, la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de la dite convention. Et là, on constate aussi que c'est une période couverte qui est éteinte.